La loi d'urgence agricole 2026 a été adoptée par le Parlement le 21 juillet dernier, mais aussitôt, le 24 juillet, cette loi est soumise au Conseil constitutionnel. Parmi les plusieurs mesures, ce texte prévoit le doublement des capacités de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole. Voici réaction de l'association AgroBio Périgord. Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Nathalie Verdier au nom de AgroBio Périgord. Bonjour Nathalie. Bonjour. On veut avoir votre réaction à cette vote de loi d'urgence agricole. On sait que vous n'êtes pas du tout content. Non. C'est normal. Donc encore une fois, les réponses ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Il y avait un très très gros enjeu sur cette loi, c'est l'eau, la gestion de l'eau, et complètement d'actualité en plus, et les pesticides. Donc sur l'eau, c'est en mi-teinte. C'est vrai qu'il y a des gros reculs, mais notamment cette espèce d'objectif de doubler le stockage d'eau d'ici 2035, enfin qui est en plus très très flou parce que de quelle eau on parle. Mais en tout cas, ça envoie un message qui dit allez-y, stockez. Or, on connaît toutes les limites de ce système, c'est-à-dire que si c'est pour prendre des eaux de sous-sol et les mettre en surface pour les garder sous le coude, c'est complètement aberrant. Mais sinon, il y a une petite avancée, notamment... Dites-nous, sur quel point vous êtes d'accord ? Là, c'est ce que j'allais dire, il y a un truc qui est un peu mieux, c'est il existe dans chaque département ce qu'ils appellent les OUGC, c'est Organisation Unique de Gestion Collective. Et en fait, c'est un organisme qui arbitre la répartition du volume d'eau qui est disponible à un moment donné. Ça, c'est spécifique à l'irrigation. Et c'est souvent opaque, on a un peu du mal à savoir sur quelle base c'est réparti, qui est prioritaire, qui ne l'est pas, comment c'est distribué. Et là, cette loi, elle prévoit qu'il y ait une meilleure transparence de ces organisations avec des publications obligatoires sur les stratégies quant à cette répartition de l'eau et globalement sur la stratégie de l'irrigation dans un territoire. Donc ça, c'est une petite avancée, mais en même temps, cette opacité était tellement inconcevable que c'est une avancée qui va juste remettre un tout petit peu de normalité. Et l'autre petite avancée, c'est les préfets qui vont intervenir systématiquement pour protéger les captages prioritaires. On en a d'ailleurs en Dordogne, en l'occurrence à La Coquille, sur la Valouse, dans le nord du département. Ce qu'on appelle captage prioritaire, c'est des zones de captage d'eau potable qui sont trop polluées pour être potables. Et donc là, c'est des molécules chimiques qui sont utilisées en agriculture, qui retrouvent dans ces zones de captage. Et donc là, il y a un travail à faire, alors ou en douceur ou de manière coercitive, pour que ces molécules n'arrivent plus dans ces zones de captage et que donc les pratiques agricoles changent autour de ces zones de captage. Donc nous, on a toujours demandé le réseau bio qu'autour des zones de captage, toutes les terres sur un rayon kilométrique qui correspond à la zone de captage soient en bio et que les agriculteurs soient rémunérés pour ça, en fait. Ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, qui soient incités, rémunérés pour passer en bio, modifier vraiment leur paysage pour qu'il y ait aussi une meilleure rétention d'eau. Et puisque en fait le coût des pollutions de l'eau, c'est des millions et des millions d'euros. Et finalement, rémunérer des agriculteurs pour qu'ils passent en bio, c'est beaucoup moins coûteux et puis tout le monde s'y retrouve. Cet exemple montre aussi que cette loi dite urgence agricole, finalement, ne fait pas des décisions qui pourraient aller dans le long terme. C'est vraiment revenir sur les anciennes pratiques. Tout ce qui était déjà connu, qu'est-ce qui était déjà pratiqué. En fait, il fallait répondre à la colère. Mais c'est ce qui s'est fait déjà la dernière fois, mais il faut répondre à la colère du monde agricole. Et la réponse qui demande du revenu, parce qu'en fait, les paysans sont toujours la variable d'ajustement de notre modèle économique, de loi de l'offre et de la demande, de cette économie de marché. Et comme on est en bas de l'échelle puisqu'on produit, on est toujours la variable d'ajustement. Et les réponses qu'apportent nos gouvernants, c'est toujours réautoriser des produits chimiques et assouplir les normes. Et là, en l'occurrence, c'est la réponse qu'ils apportent sur l'eau. Donc oui, c'est des réponses d'urgence qui vont rien régler. Je veux dire, nous, on observe ça depuis des décennies. L'hiver prochain, ils seront de nouveau sur les ronds-points.
parce que ça n'aura rien réglé et parce qu'en fait on ne veut pas changer de pratique tout simplement. On ne veut pas envisager l'agriculture sur un modèle de production différent. Et donc c'est pas de réautoriser des molécules chimiques et de dire on va stocker plus d'eau. Quand il n'y aura pas d'eau, de toute façon, il n'y a plus d'eau. Je veux dire, il faut bien changer de pratique. C'est pas de dire on va en stocker encore plus, encore plus. Selon vous, les urgences étaient nécessaires, mais peut-être le voir différemment, c'est ça? Là, il y avait des urgences qui étaient en effet pour sauver des cheptels, assouplir quelques trucs pour combler les mortalités qu'il y a eu, des aides financières évidemment, des aides d'urgence parce qu'il y a des pertes colossales de culture. Mais voilà, c'est ça l'urgence. Mais en fait, dans l'urgence, ils proposent des lois qui en fait auront des conséquences de long terme. C'est vraiment aberrant. Et là, vous avez fait quand même une action. Vous avez, c'est pas vous directement, c'est les élus qui ont mis cette loi devant le Conseil constitutionnel, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un espoir que ça risque d'être revu, remis en cause? Moi, je suis pas politologue et je suis pas devine, donc je sais pas quoi répondre. Je pense non, je sais pas ce que va dire le Conseil constitutionnel. Hein. Il a pris dernièrement des décisions très surprenantes, donc on sait pas. Après, des fois, ce qui compte, c'est une mobilisation citoyenne. Là, il y a quand même pour la première fois les médecins qui se sont mobilisés, alors que c'est pas trop leur genre. Mais là, vraiment, contre le retour de ces pesticides, enfin l'acétamipride, là, et en l'occurrence, ils se sont mobilisés. Bon, il y a des pétitions qui commencent à circuler, mais bon, je veux dire, s'il n'y a pas 2 millions de personnes dans la rue, ma foi, ça passera, hein. Vous, vraiment, comment vous réagissez sur le point sensible, comme on a commencé notre conversation sur cette question de l'eau, mais l'eau, c'est vraiment vital pour vos exploitations, mais aussi pour la santé humaine. Donc, si on ne prend pas de décision comme il faut, donc dans le futur assez proche, ça va devenir vraiment, comme vous avez dit, même la guerre de l'eau. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, nous, ce qui est particulier, c'est qu'on est pour une répartition équitable de l'eau. Ça veut dire qu'on n'a pas cette vision de l'eau absolument pour l'agriculture. L'eau, c'est un bien commun. Elle tombe du ciel, d'ailleurs. C'est un bien commun et elle doit être répartie équitablement. C'est pour ça que, enfin, nous, on a toujours défendu qu'il fallait avoir des pratiques agricoles qui s'adaptent à ces moindres ou plus offres d'eau et pour nous demande. Et donc typiquement, alors moi je parle pas de la bio-industrielle qui s'est développée sur les 2 dernières décennies, mais en bio on a une approche du sol, une approche agronomique des sols qui consiste à avoir des sols toujours très riches en humus, et les sols riches en humus retiennent beaucoup mieux l'eau que quand on a des sols qui sont devenus, à force d'être fertilisés qu'avec des granulés, si vous voulez, il n'y a plus vraiment de vie microbienne, il n'y a plus de vie organique. Pareil sur les paysages. Voilà, les bios ont toujours planté des haies, laissé des petites zones humides. Voilà, c'est pas du tout le genre à péter des vallons à coups de tractopelle ou à arracher des immenses bosquets de bois. Ou voilà, c'est plutôt de la plantation, de la zone enherbée, enfin tout un tas d'éléments aussi qui retiennent l'eau. Mais il suffit juste de regarder comment s'est formé le paysage autour de nous et puis on voit à peu près ce qu'il faut faire. Hein. Il n'y a pas non plus besoin de 10 000 cabinets d'études pour établir ce genre d'évidence. Et en fait, l'agriculture qui s'est modernisée après-guerre, elle a fait tout l'inverse. Elle a arraché toutes les haies, elle a déboisé, elle a comblé des fossés, elle a refait des fossés ailleurs. Enfin, et donc on a accéléré la circulation de l'eau. Donc l'eau, hop, elle arrive de là-haut ou elle arrive des montagnes ou du ciel et elle file droit dans l'océan parce qu'il n'y a plus d'infrastructures paysagères pour retenir l'eau. Il faut pas remettre les rivières droites, il faut toujours laisser des méandres, voilà, des virages, des fossés, etc. Enfin, des plantations, quoi. Et ça, voilà, on l'a toujours dit, on a toujours trouvé que c'était un peu de bon sens. Et puis ça, c'est pas du tout la tendance qui a été prise. Et puis on s'étonne de se retrouver dans ce genre de situation. Alors c'est pas bon, je veux dire, le changement climatique, il n'est pas que lié à l'agriculture, mais on y contribue quand même fortement. Et on est les premiers à trinquer. Quand même, on peut voir la différence de mode de travail. Vos exploitations qui pratiquent l'autre méthode, elles sont dans meilleure situation face à ces canicules et cette sécheresse. Quand il pleut pas, et quand il fait 40 degrés, il fait 40 degrés. Ça, qu'on soit en bio ou pas en bio, on le subit pareil. Simplement, nous, on a une pratique qui a eu moins d'impact sur le climat que le reste, et on a des sols qui, en effet, résistent peut-être mieux aux sécheresses. On utilise aussi des semences, donc des variétés qui présentent
plus de critères de résistance aux sécheresses par rapport à des variétés qui cherchent juste à avoir du gros rendement. Et on a des sols, en effet, plus riches, plus humifères, qui ont une meilleure rétention d'eau. Mais dans des situations comme ça, où pendant 4 mois, 5 mois, il fait une chaleur bien au-dessus de la normale et pas d'eau, ben là, tout le monde trinque. Aucune plante ne supporte ça. Les forêts, les arbres sont tous en piteux état. Donc, c'est là où vraiment c'est rageant, parce que on se bat depuis toujours à défendre un modèle pour éviter d'aller dans ce mur, sauf qu'en fait on fonce dans le mur comme tout le monde, puisque je vous dis, la canicule et la sécheresse, on l'a subi comme les autres, quoi. Et les consommateurs, est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans cette histoire-là? Ils l'ont par leur choix d'achat, et d'ailleurs là, la consommation bio a un peu repris après la crise qu'il y avait eu il y a 2 ans. Mais bon, c'est pas... Heureusement, en fait, qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a des consommateurs qui veulent nos produits, qui ont capté, qui ont compris l'enjeu qu'il y a entre la manière dont on produit, ce que eux ils mangent, la qualité de ce qu'ils mangent, leur santé et l'intérêt général. Mais malheureusement, ils sont pas assez nombreux et ça suffit pas. S'il n'y a pas des politiques publiques qui vont dans le même sens, voire même qui vont à contre-courant, on n'est pas sorti de notre bazar. Hein. Mais cette volonté aussi que restauration collective aussi puisse chercher vos produits, qui puisse utiliser vos produits dans ça aussi, c'est un petit peu... ces démarches ne sont pas vraiment soutenues par l'État et par ces par lois. l'État. Et d'ailleurs, il a fallu encore rappeler l'obligation de la loi Egalim là, qui obligeait à 20% de produits bio dans les menus, dans les approvisionnements. Et d'ailleurs, ils ont même rajouté un autre objectif qui est les produits sous signe officiel de qualité. Donc voilà, c'est tous les autres mentions un peu d'une pratique qui sort un peu du lot, quoi, qui pourrait être label rouge, qui pourrait être, enfin il y en a plein, ainsi que des produits du commerce équitable. Mais voilà, ce que vous dites, la restauration collective, c'est un très très bon exemple de... Nous, en Dordogne, on a des politiques publiques. Le département a décidé que tous les collèges de Dordogne passeraient en 100% bio, local, fait maison. Et voilà, ça fonctionne. Là, ça y est, tous les collèges y sont passés. C'était donné un objectif d'année. Et en plus, ça commence à faire tache d'huile, puisque comme ça fonctionne, il y a d'autres cantines qui se penchent sur la question. Et AgroBio, pareil, accompagne depuis très très longtemps les établissements scolaires, enfin les cantines scolaires, mais aussi les restaurants d'EHPAD, d'autres secteurs que le scolaire, notamment le social, sanitaire et social. Et ça fonctionne. Et en fait, quand il y a une commande publique, ça rajoute un débouché pour les bio, donc c'est une forme de soutien. Et puis c'est aussi un soutien à la population. Enfin, on est dans le pays de la gastronomie. Ça serait quand même intéressant que les enfants mangent bien et de qualité dans leurs écoles, quoi. C'est pour ça que votre association communique, montre et accueille dans ces fermes pour montrer qu'un autre modèle agricole existe. Voilà, inlassablement, on le fait. Et c'est dur de garder le moral parce que c'est très ingrat comme travail. Et surtout actuellement, avec tous ces canicules et sécheresses, j'imagine qu'il faut vraiment être convaincu. Oui, puisque je vous disais tout à l'heure, enfin, on se bat pour que ça n'arrive pas, et quand ça arrive, on le prend de plein fouet comme tout le monde, quoi. Mais merci à vous, Nathalie Verdier, de trouver quelques minutes pendant votre emploi de temps bien chargé. On a mis du temps pour vous joindre, mais ça y est, on a pu avoir votre avis sur cette loi d'urgence agricole. Merci. Merci beaucoup. Nathalie Verdier, porte-parole d'AgroBio Périgord. Merci à vous.